Alors, rebonjour pour un nouvel épisode de la philosophie qui gratte, le septième. Aujourd'hui, on va reparler du désir. Alors, la dernière fois, je vous avais fait un petit topo sur le bonheur et le désir, sur savoir si réaliser tous ces désirs, c'était le meilleur moyen d'être heureux. Alors, en fait, on va reprendre un petit peu ce qu'on avait dit sur le désir pour montrer en quoi c'est une notion ambivalente. Alors, qu'est-ce que veut dire ambivalent? Ambivalent, ça veut dire que la même idée peut être vue de deux points de vue complètement différents. Donc par exemple, vous allez pouvoir dire que le désir est une bonne chose, et en même temps, vous allez pouvoir dire que c'est une mauvaise chose. Vous allez pouvoir le voir d'un point de vue positif et en même temps d'un point de vue négatif. Donc, on va commencer par se demander pourquoi on peut considérer que le désir est une bonne chose. Alors, la réponse est assez simple, le désir est une bonne chose parce que quand on désire, quand on a des envies, eh bien on est motivé. On a de l'énergie, on ressent de l'excitation, on a un but dans la vie et notre vie a un sens. Donc ça c'est génial. Donc il peut imaginer des gens qui n'ont aucun désir. Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas, mais qu'est-ce qui te plairait? Ah rien, vous voyez bien que c'est horrible. Et bien entendu, ça renvoie absolument pas à quelqu'un d'heureux. On n'imagine pas quelqu'un qui n'a aucun désir pouvoir être heureux. Donc, il y a toute une école qui va insister sur la nécessité du désir, d'avoir des désirs, d'éprouver des désirs pour être heureux, à condition de les satisfaire. C'est ce qu'on appelle l'hédonisme. L'hédonisme, c'est une théorie philosophique qui est basée sur le terme hédoné en grec, qui veut dire plaisir, et qui est assez simple à résumer, puisqu'elle dit en fait que pour être heureux, il faut ressentir du plaisir. Et que la meilleure manière de ressentir du plaisir, c'est de satisfaire nos désirs. Donc, en exagérant un petit peu, plus on a la chance de satisfaire nos désirs, plus on ressent de plaisir, et plus on pourra être heureux. Notez bien que le bonheur en philo, c'est pas le simple plaisir ou le simple contentement ou la simple satisfaction, hein, c'est pas simplement être content, c'est beaucoup plus fort. C'est une satisfaction ou un contentement qui est intense, donc qui est très fort, et qui est durable. Hein. Donc c'est un état, hein, le désir, c'est pas une sensation instantanée, c'est pas un plaisir momentané, c'est un état hein, qui doit pouvoir s'établir, qui doit pouvoir durer, et dans lequel ce que je ressens est très fort. Non. Donc c'est quelque chose d'assez idéal quand même. Hein. On se demande même si ça peut exister. Mais les hédonistes vous répondent oui, ça peut exister. On peut très bien ressentir beaucoup de plaisir, ressentir une sensation très forte, à condition de ressentir, enfin à condition d'avoir la chance de satisfaire nos désirs. D'ailleurs, le terme bonheur, un bonheur, c'est la bonne chance. Bon. Donc si j'ai une bonne étoile et qu'elle me permet de satisfaire très souvent mes désirs, eh bien je vais ressentir très souvent du plaisir et donc, de manière constante, pouvoir être heureux. Voilà, voilà un peu la première école. Alors, creusons un peu ce mouvement de l'hédonisme, parce que vous allez voir qu'il n'est pas si évident que ça. La première figure hédoniste célèbre, c'est celle de Calliclès. Alors qui est Calliclès? Calliclès, c'est un personnage qui a été inventé. Il est inventé par Platon, hein, euh, non pas pour défendre les idées de Platon, mais il est inventé par Platon pour critiquer l'hédonisme. Platon n'est pas du tout hédoniste, mais il se dit, pour critiquer l'hédonisme, je vais inventer un personnage qui va être justement radical, à la limite ridicule, tellement ses idées vont être extrêmes, et comme ça je vais montrer en quoi l'hédonisme est une mauvaise théorie. Et Calliclès, qu'est-ce qu'il dit? Enfin, qu'est-ce que Platon lui fait dire? Eh bien, il dit une chose assez simple, il dit que puisque le bonheur c'est un plaisir toujours ressuscité, que c'est le plus grand des plaisirs, la voie pour être heureux est assez simple. Il faut effectivement satisfaire nos désirs, mais il va plus loin. Il dit qu'il faut satisfaire nos passions, hein, c'est les désirs les plus forts. Il faut absolument pas hésiter à satisfaire nos passions dès qu'elles se présentent à nous, sans
se préoccuper de tabou, de morale. Alors, pourquoi il insiste sur cette restriction, c'est-à-dire sans se préoccuper de morale? Parce que si on dit que quand on satisfait les désirs, on est heureux, il faut bien voir qu'il y a d'une certaine manière deux types de désirs. Il y a des désirs, on va dire, moraux, des désirs qui sont bien perçus. Hein, par exemple, je veux être honnête, je veux dire la vérité, je veux aider les autres. Ça, en général, on ne nous l'empêche pas. Bon, donc c'est pas très dur à faire. Et donc, effectivement, ça participe de notre bonheur. En revanche, il y a toujours, dans quelques sociétés qu'on conçoit, des désirs immoraux. Hein, voler, mentir, tuer, tout ce que vous voulez. C'est ceux-là qui risquent de poser problème. Parce que ceux-là, eh bien, effectivement, ils sont beaucoup plus difficiles à réaliser que les autres. Non pas simplement parce qu'on n'a pas l'argent et parce qu'on n'a pas beaucoup de pouvoir, mais parce qu'on a des barrières morales, hein, des règles qu'on a intériorisées. Parce que Freud appelle le surmoi, on a tous un surmoi, un œil qui nous regarde à l'intérieur de nous-mêmes et qui nous juge, hein, sans arrêt. Et très souvent, cet œil-là nous interdit certaines actions. Résultat des courses pour Caliclès, cette conscience morale risque de créer des frustrations. Or, qui dit frustration dit insatisfaction, déplaisir, et donc, ça ne peut pas être heureux. Par conséquent, un des moyens pour être heureux si on est un hédoniste radical, c'est de ne pas avoir de conscience morale. Vous voyez un petit peu une des conséquences. Voilà, je voulais juste dire deux mots de Caliclès. Et puis, deuxième côté de l'ambivalence, on pourrait très bien considérer que le désir, au contraire, est quelque chose de négatif. Pour bien montrer que c'est le contraire total de la thèse hédoniste, on pourrait même dire que, selon cette deuxième théorie, le désir lui-même rend malheureux. Hein, que le synonyme de malheur, c'est le désir. C'est le fait de désirer. Alors, ce deuxième grand mouvement, c'est ce qu'on appelle l'ascétisme. Alors, qui a donné le terme ascète. Qu'est-ce que c'est qu'un ascète? C'est quelqu'un qui va adopter un style de vie extrêmement rigoureux et extrêmement sévère, et qui va, ce type de vie, s'articuler autour d'un pôle, hein, d'un but, qui est, dans l'extrême, on pourrait dire, la disparition du désir. Alors, on a une bonne illustration de ça avec la thèse bouddhiste. Que dit le Bouddha? Bien, le Bouddha nous dit quatre choses, qu'on appelle les quatre nobles vérités, mais la première étant très symptomatique, elle est terrible à la fois. Il dit que vivre, c'est souffrir. Voilà, la vie, c'est de la souffrance. Bon. Première noble vérité. Donc vous voyez comme quoi la base du bouddhisme, c'est quelque chose d'extrêmement pessimiste et d'extrêmement noir. Et pourquoi est-ce que vivre, c'est souffrir? Eh bien parce que vivre, c'est désirer. Si je souffre, c'est parce que je désire. Bon. Voilà. Pourquoi je souffre de la vieillesse? Pourquoi je suis malheureux en étant vieux? Parce que je veux rester jeune, parce que je désire rester jeune. Pourquoi je souffre de l'idée de la mort? Parce que je désire continuer à vivre. Pourquoi je souffre d'une rupture? Parce que je désirais rester avec la personne, etc., etc. C'est toujours comme ça. Donc, troisième noble vérité, si je veux lutter contre la souffrance, si je veux ne pas souffrir, eh bien, il faut que j'essaie de lutter contre les désirs. Il faut que j'essaie d'abolir le désir. Alors, remarquez au passage que ça peut paraître logique, hein, si on accepte le point de départ, mais ça fait du bonheur quelque chose d'assez étrange, puisque le bonheur, dans cette perspective, est exclusivement une absence de déplaisir. Être heureux, c'est ne pas ressentir de malheur. C'est ne pas être malheureux. Bon. Voilà, ça c'est la thèse bouddhiste, donc la thèse de l'ascétisme radical, hein, qui rêve d'une abolition du désir, puisque l'abolition du désir, ce serait l'abolition de la souffrance. On a quand même des perspectives moins radicales dans l'ascétisme, et il faut quand même que je vous dise un mot là-dessus, puisqu'il s'agit d'Épicure. Alors Épicure, il est très connu parce qu'il a même donné un adjectif qu'on dit épicurien. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'un épicurien pour beaucoup de gens?
dans la tête des gens, l'épicurien, c'est celui qui profite de la vie, qui multiplie les plaisirs, et qui s'éclate, on va dire, hein, pour parler moderne. Or, en réalité, l'épicurisme et Épicure étaient beaucoup plus des défenseurs de l'ascétisme que de l'hédonisme. Hein, ce que je viens de vous dire là, on s'éclate, on profite de tout, etc. C'est la thèse hédoniste. Or, Épicure n'est pas du tout hédoniste. On pourrait le ranger dans un ascétisme qu'on appelle modéré. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit que pour être heureux, il faut atteindre ce qu'il appelle l'état d'ataraxie. C'est quoi l'ataraxie? C'est l'absence de trouble. Donc pour être heureux, il faut ressentir le moins de trouble, le moins de souffrance possible. Et comment? Eh bien en travaillant sur le désir. Non pas en le faisant disparaître totalement, bien entendu, on n'est pas dans le bouddhisme, mais en travaillant sur le désir. En listant les types de désirs qui existent, il n'y en a pas tant que ça, il y en a 3 grandes catégories, et une fois qu'on sait dans quelle catégorie va le désir qu'on ressent, eh bien, il faut lui appliquer une méthode. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, selon la catégorie, je ne vais pas développer aujourd'hui l'épicurisme, mais selon la catégorie de désir, soit le satisfaire, sans se poser de questions, soit le satisfaire en s'en méfiant, en essayant de ne pas devenir dépendant du désir, parce que peut-être celui-ci risque de nous faire souffrir, et puis s'il est dans la 3e catégorie des désirs, eh bien il faut carrément essayer de s'en passer totalement, de surtout pas commencer à le satisfaire, et donc essayer de ne pas avoir de désirs de cette 3e catégorie. C'est quoi les désirs de la 3e catégorie? C'est tous les désirs superflus. Tout ce dont finalement on pourrait se passer. Hein. Tout ce qui n'est pas extrêmement important pour vous. Eh bien, comme ces désirs de la 3e catégorie sont en nombre infini, Épicure dit si on commence à rentrer dans cette catégorie, on n'a jamais fini, on va courir toujours après la satisfaction du désir, et donc résultat, comme ça ne peut pas s'arrêter, je ne peux pas m'arrêter et profiter, donc je suis condamné à ressentir toujours de l'insatisfaction. Bon. Donc vous imaginez un peu aujourd'hui, encore dans la société de consommation, le nombre de désirs de cette 3e catégorie, eh bien il faut absolument lutter contre. Il faudrait, à la limite, s'en passer totalement. Donc vous voyez qu'on est beaucoup plus proche de l'ascétisme que de l'hédonisme. C'est une théorie quand même assez dure, assez spartiate, et qui est extrêmement éloignée de ce que nous disait Calliclès tout à l'heure. Donc voilà les 2 grands pôles complètement opposés qu'on a à propos de la théorie du désir. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, hein, pour bien vous montrer cette ambivalence du désir, positif-négatif, et je traiterai la prochaine fois de 2 thèses différentes, la thèse d'Aristote et la thèse de Rousseau.